Allô, bonjour. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Donc, si vous... Oui, d'accord. D'accord, donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je tiens à m'excuser auprès du groupe de TD de hier, le deuxième groupe, parce que ma connexion a été coupée. Et voilà, on était en TD déjà avec le premier groupe. Comme j'ai perdu la configuration de mon modem, donc j'ai réparé tout ça. Et voilà, si vous voulez, voilà, j'ai fait de mon mieux pour faire la séance sur mon smartphone avec la 4G, mais c'était un peu compliqué de faire ça parce que je n'arrivais pas à pointer les choses et c'est très compliqué. Je comprends parce avec tout ce qui est logigramme et tout, quand je vous montre pas, ou là, quand on implémente sur les pales et tout, il faut que je vous montre la connexion pour que vous puissiez suivre au moins. Donc, si vous voulez qu'on fait une autre séance, même pour le premier groupe, c'est-à-dire, si vous voulez qu'on fasse une séance de rattrapage, il n'y a aucun problème. On peut programmer ça et vous choisissez le créneau qui vous arrange. C'est-à-dire, même en dehors des heures de travail, il n'y a aucun problème. On peut refaire cette séance de TD et les étudiants qui sont intéressés, ils assistent. Voilà. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Et quand vous avez des problèmes, vous m'arrêtez, d'accord? On va aller doucement. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie du premier chapitre. Cette partie porte sur donc la troisième partie du premier chapitre. Dans cette partie, nous allons voir les circuits GAL et les CPLD. Donc, vous savez que précédemment, dans l'autre partie, nous avons vu les pales. Nous avons vu leurs avantages, leurs inconvénients. Nous les avons comparés au PROM, au PLA. Maintenant, il faut savoir que l'inconvénient majeur des pales, c'est qu'ils ne sont programmables qu'une seule fois. Parce que rappelez-vous, dans la première séance, je vous ai parlé de deux notions. Je vous ai parlé de programmable et d'effaçable. Là, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'on parle de circuits programmables que je prends, que je fais sauter le fusible, que je peux programmer selon mon besoin. Mais est-ce que ce circuit est effaçable ou pas? Effaçable veut dire que je peux effacer et je peux le réutiliser. Non effaçable veut dire qu'il est jetable. C'est-à-dire, une fois que je l'ai programmé, ça y est, je ne peux plus le réutiliser. Je ne peux plus le reprogrammer. Et ici, ça, c'est le grand inconvénient de tous les pales. C'est qu'ils sont, c'est vrai, programmables, mais non effaçables. C'est-à-dire, une fois programmé, je ne peux plus réutiliser, reprogrammer. Ceci, on le dit ici, ceci impose un grand gaspillage des circuits. Notamment si on veut développer des nouveaux produits. Ce qui a donné naissance au circuit GAL. C'est l'acronyme en français, c'est des réseaux logiques génériques. Ces circuits, en fait,
ils sont apparus après les pales. Et ils sont apparus pour remédier à ce problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces circuits peuvent être reprogrammés à volonté. Mais aussi, il faut savoir qu'ils ont une durée de vie, bien sûr, restreinte, limitée, c'est normal, mais quand même, ils sont effaçables. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la structure interne de ces galles et on va voir qu'ils sont à la base des transistors CMOS. Pourquoi? Justement, c'est ça qui va leur permettre d'être effaçables. Vous m'entendez? Vous arrivez à me suivre, à comprendre? Parce que là, j'ai perdu la voix. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, à entendre. Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, j'ai dit que justement, ces galles, ils sont à base des transistors CMOS. Et ces transistors qui leur donnent cet avantage, cette propriété. Pourquoi? Parce que les transistors CMOS, on peut c'est-à-dire les reconfigurer. Contrairement aux pales classiques qu'on a étudiées la dernière fois, ils utilisent des transistors bipolaires. C'est à base de fusibles. On parlait de fusibles quand on faisait sauter. Et une fois qu'on fait sauter la fusible, ça y est, on ne peut plus revenir. Et aujourd'hui, nous allons voir justement, j'ai dit, la structure des galles. Alors, Lattice, c'est le constructeur de cet équipement, de ces circuits, a équipé les galles de macrocellules programmables. Vous allez voir c'est quoi ces macrocellules. Et justement, ces macrocellules qui permettent aux galles d'émuler n'importe quelle pale. Rappelez-vous, la dernière fois, dans la partie précédente, on avait dit qu'avec les pales, on a plusieurs types de pales. Et on a dit que la sortie du pal, c'est elle qui détermine le type du pal. On a dit qu'on avait des pales combinatoires, qu'on avait des pales séquentielles et qu'on avait même des pales qu'on avait des pales aussi de type, regardez ici, versatile. Ici, vous allez voir comment que le GAL va émuler tout ça. On avait vu que les galles, les pales versatiles pouvaient jouer le rôle de pales combinatoires. C'est vrai qu'on n'a pas pris un exemple. C'est-à-dire, j'ai parlé du combinatoire à part, j'ai parlé du séquentiel à part, mais je vous ai dit qu'il existe des pales versatiles qui peuvent émuler à la fois un pal, ils peuvent c'est-à-dire jouer à la fois le rôle d'un pal séquentiel et le rôle d'un pal combinatoire. Justement, aujourd'hui, nous allons prendre un exercice où nous allons implémenter sur un pal versatile pour que vous puissiez voir comment on peut regrouper justement ces deux notions de combinatoire et de séquentiel ensemble. Maintenant, vous pouvez voir, comme j'ai dit, les galles comme une version plus large des pales. Pourquoi plus large? Parce que dans un seul GAL, on peut avoir différents pales, si vous voulez. Vous allez voir comment. Donc ici, on fait d'abord grâce justement aux macrocellules programmables. Donc nous allons voir tout ça aujourd'hui. Ça, c'était l'introduction. Pour cela, nous allons d'abord commencer par donner les références de GAL. Donc un GAL, comme le PAL la dernière fois, il a une certaine référence qu'on utilise pour référencier les GAL. Donc, elle s'écrit sous cette forme. Je vais vous expliquer chaque partie. Donc, on a les GAL. On a huit types de GAL. Ils sont là. On a un GAL 16V8,
on a un gal 18V10. Je vais vous expliquer c'est quoi. Une fois que vous comprenez la référence. Comment on référençait un gal? En précisant d'abord XX, le nombre de ses sorties. Après, en donnant la structure de sortie. La structure de sortie, ici dans le gal, on a deux types de sorties. Une sortie versatile, V, ou de type registre asynchrone, c'est RA, registre asynchrone. C'est tout ce qu'on a comme structure de sortie. Rappelez-vous, dans les pages, je fais toujours le lien, c'était L pour dire active low, H active haut, c'était combinatoire ou séquentiel, c'était ça. Ici, on a deux types de sorties, soit versatile, soit registre asynchrone. Donc, on commence par préciser le nombre de sorties, le type de la sortie par la suite, après le nombre d'entrées. C'est ça ce qui nous intéresse en général. Après ça, c'est des compléments, c'est des informations complémentaires qui sont toujours utiles. Donc, par la suite, on donne la vitesse en nanosecondes, la consommation en milliampères, le boîtier et la version. Donc, ici, nous, en général, quand on appelle le GAL, on utilise les trois premiers termes, les trois premières références, si vous voulez. Ici, donc, je vous ai dit qu'il existe 8 types de GAL. On va essayer de les détailler. Le premier type, c'est un GAL 16V8. Donc, 16, j'ai dit que c'était le nombre de sorties. Donc, ce GAL a 16 sorties. V, c'est un type versatile et il a 8 entrées. 20, c'est le nombre de broches, le nombre de pins, de pattes que je peux avoir dans mon circuit. Après, la vitesse, elle est de 10 à 15 nanosecondes ou de 20. La consommation en milliampères, c'est de 55 à 115. On dit, remarque, là, il a la structure de sortie, c'est en macrocellules. Vous allez voir, là, les GAL sont basés sur les macrocellules. Cette notion est très importante ici. Regardez, la plupart sont basés sur des macrocellules, sauf si on a des registres asynchrones ici, comme c'est le cas ici. Après, on peut prendre le GAL 20V8. Ce GAL est doté de 20 sorties, de 20 pins de sortie. Il est de type versatile, c'est-à-dire je peux l'utiliser en séquentiel comme je peux l'utiliser en combinatoire selon la configuration que je choisis. Vous allez voir comment. On va prendre un exemple. Et doté de 8 entrées. Et le nombre de broches, c'est 24 pins. Tout de suite, nous allons prendre, ou d'abord, avant de prendre l'exemple, nous devons définir c'est quoi la sortie en macrocellule. C'est important. Donc, appelé OLMC pour Output Logic Macro Cell. Donc, c'est l'acronyme de macrocellule de sortie. Représenté ici, est-ce que vous pouvez la voir? Voilà, ici, ça c'est un GAL. La première remarque que vous pouvez constater, c'est déjà, ça ressemble à un pan. Ici, c'est rien qui change dans les inputs. Regardez, j'ai la matrice ici, ma matrice de I suivie d'une matrice O. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui change justement dans les GAL? C'est cette notion de macrocellule qui est très importante, OLMC. C'est ce qui est nouveau. Donc, la sortie, toutes les sorties sont dotées d'une macrocellule. En fait, elle fait quoi? C'est quoi son rôle, justement? Celle-là, elle est programmable. Et c'est celle-là qui permettent d'émuler
plusieurs ou n'importe quel type de pal. Comment? En fait, elle est dotée de 2 bits ici, regardez. Au LMC, elle est dotée de 2 bits, S0 et S1. C'est ces 2 bits qui permettent à cette cellule de jouer différents rôles. C'est diffusible. Que je peux griller une ou l'autre. Donc ici, ça vous dit quoi? Quand j'ai deux bits de contrôle, après la sortie dépend de ces 2 bits. Ça vous rappelle la notion des MUX. Les multiplexeurs sont gérés par exemple, la sortie prend l'entrée selon c'est-à-dire selon la configuration ici de ces 2 bits qui sont très importants. Ces 2 bits, vous l'avez compris que c'est des fusibles que je peux programmer. C'est-à-dire si je suis à 0, 0, je vais griller les 2. Si je suis à 1, 1, je maintiens les 2. Si je suis à 1, 0, je garde l'une et je grille l'autre. Comment? Vous allez voir. Donc ici, la macrocellule que j'ai présentée là, la sortie, la dia, c'est tout ça, en fait. Là, vous avez compris, tout à l'heure, j'étais ici, j'avais ma matrice AND, ma matrice OR, et ça était relié, regardez, j'avais ma matrice OR, AND, et ça était relié à cette boîte que j'ai pas expliqué ici, mais j'ai exposé comme étant une boîte comme ça fermée. Et je vous ai dit que c'est la macrocellule qui distingue les GAL. Les GAL sont dotés des macrocellules et justement, ces macrocellules qui va leur permettre de émuler n'importe quel pal. Comment? Justement, ici, on va comprendre. On était là, tout ça, c'est la macrocellule, ou LMC. Voilà, j'ai dit que c'était l'acronyme de Output Logic Macro Cell. Donc, tout ça, avec ça, justement, on va pouvoir émuler. Comment? On va l'expliquer. Est-ce que vous êtes là? Vous arrivez à suivre? Oui, d'accord. Vous m'arrêtez, hein. Je sais que ça va se compliquer cette fois-ci par rapport à la dernière fois au PAL. Vous m'arrêtez quand vous avez le moindre problème. Sinon, vous mettez sur le chat. Donc, ici, regardez la structure, en fait, de cette macrocellule. Elle est composée d'une bascule D. Ici, j'utilise encore une bascule D, mais n'empêche que la dernière fois, Mounira m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que nécessairement je dois avoir une bascule D? Je lui ai dit non. On peut avoir d'autres types de bascules dans d'autres circuits. Vous allez voir, on va prendre d'autres datasheets. Et la dernière fois, justement, il y avait, je crois, Mohamed qui a posé, je ne sais pas s'il est là, parce qu'il a posé une question. Il m'a dit active haut, active bas, parce qu'on avait vu dans les pales. Je ne sais pas s'il est là avec vous. Je crois que non. Je crois que non. Bref, lui, il m'a dit la dernière fois, ici, on a vu les pales. Et j'ai dit que c'est un pal, celui-là. J'ai dit qu'on va prendre l'exemple du pal. On a pris l'exemple du pal 16L8. C'est-à-dire celui-là, il est combinatoire, active là ou active bas. Il m'a dit, d'accord, il est active bas celui-là. Mais tu nous as dit qu'il existe H active haut, L active bas, et là, c'est sorti registre complémentaire et autres.
Alors, moi, je veux savoir je veux voir d'autres pales, c'est-à-dire d'autres types, parce qu'on a pris active bas. Il m'a dit, je veux avoir d'autres pales active haut. Ici, vous pouvez voir, regardez. Bon, on a une bascule D gérée par une horloge synchrone, parce que c'est la même horloge, c'est la même qui rentre dans tous les macrocellules, et suivie d'un MUX. 4 entrées, une sortie, gérée par ces deux S0, S1 dont je vous ai parlé ici, par ces deux bits, S0 et S1. Je vous ai dit que la sortie de OLMC est déterminée par ces deux bits, S0 et S1. Donc ici, c'est géré par S1 et S0, ils sont là. Et là, j'ai 4 entrées. Donc, regardez, pourquoi je vous ai dit que ça peut émuler n'importe quelle pale, ça peut représenter n'importe quelle pale. Parce que grâce justement à ces deux bits de sélection ici, si je suis à 1, 0, 1, 0, je suis dans l'état combinatoire. Regardez ma sortie. Ma sortie, elle est quoi? Parce que là, il faut pas oublier que j'ai un buffer inverseur, comme on l'a dit la dernière fois, avec, à 3 états, avec OE, un signal de contrôle. Output enable. Si celui-là, on l'a dit la dernière fois, il est à 0, donc je suis en haute impédance. Donc, ma sortie, en fait, ici, peut être en haute impédance. Le circuit peut être complètement déconnecté. Et haute impédance, elle reçoit, c'est-à-dire ici, c'est 0. On m'a dit, elle prend quelle valeur? Ici, elle prend 0. La sortie, c'est Z, haute impédance. Ça, d'une part. D'autre part, si output enable est actif, dans ce cas, je peux être ma sortie peut être combinatoire quand je suis à 1, 0, ma sortie combinatoire inversée ou pas. Regardez, ça, c'est une sortie combinatoire inversée. Pourquoi? Parce que c'est la sortie de la matrice O qui va rentrer ici et qui sera inversée ici. Si je suis à 1, ma sortie est en combinatoire. Pourquoi? Parce que c'est la sortie de la matrice O qui va être inversée. Dans le MUX, elle sera réinversée. Donc, c'est une sortie combinatoire. 1, 1. 0, sortie combinatoire inversée. Donc, ces deux fameux bits de sélection qui vont donner la possibilité à cette macrocellule de jouer différents rôles. Si je suis à 0, 0, ma sortie va être la sortie de la bascule. C'est-à-dire, la sortie de O va rentrer dans une bascule, elle va être mémorisée. Le Q va sortir dans le cas de 0, 0, il sera inversé à la sortie. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un buffer. Je suis en logique inversée ici. J'ai un buffer inverseur en output. Si je suis à 0, 0, 1, c'est la sortie de la bascule. C'est la sortie de la bascule qui sera en output. Pourquoi?
Parce que regardez, la matrice O va rentrer dans la bascule. Mémorisation, ben, c'est parce que ici, ça marche normalement au fromenton de l'horloge. Donc, c'est Q bar qui va rentrer ici et elle sera inversée. Q à la fin finalement qui sort là. Donc ici, je peux avoir du combinatoire, du séquentiel en même temps. Je peux avoir une haute impédance. Je peux avoir, on vous le dit ici, la sortie de LMO, LMC, peut-être une haute impédance, peut-être une sortie combinatoire inversée ou pas, peut-être une sortie de bascule inversée ou pas. Et il ne faut pas oublier ici que j'ai le feedback, c'est-à-dire Q bar ici, elle est renvoyée dans mon réseau programmable. Selon la valeur ici de mux, 2 entrées, une sortie. Donc, c'est 0, c'est Q bar qui est injecté. CC1, c'est la sortie d'ici qui est injectée. Je vais vous expliquer davantage sur ce schéma. Il faut que vous me dites si c'est OK jusqu'à présent. Vous n'avez pas de questions? Monira, elle suit, mais les autres, je ne sais pas. Mariam aussi. Les autres, s'il vous plaît. Le taux de présence est faible. Hein? Pourquoi? C'est comme ça dans tous les modules. C'est cause de Ramadan. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, et que vous avez compris, on avance encore. Regardez, ici, on va vous donner tous ces cas. Selon la valeur de ces deux fameux bits, S0 et S1, j'ai dit qu'ils sont très importants. Donc, c'est eux qui déterminent en fait ma sortie. O, si vous voulez, le type de pal, c'est-à-dire GAL, ce n'est rien qu'un regroupement, si vous voulez, de plusieurs pales. Donc ici, je reviens. J'ai dit que si je suis dans la 8A, si je suis à 1,1, ici, la sortie est combinatoire active O. Je reviens. 1,1, je suis là. Ma sortie combinatoire active O. Si je dis que c'est une sortie combinatoire active O, bon, combinatoire, vous l'avez compris. 1,1, c'est combinatoire. Active O, cela veut dire que l'output enable doit être à 1. S'il est à 0, c'est une haute impédance. C'est une haute impédance. Donc, il doit être à 1 pour l'activer O.
C'était ça la question de votre camarade tout à l'heure. La dernière fois, je lui ai dit, voilà, je vais ramener les datasheets, tu vas voir la différence. On vous dit encore, c'est ça. On vous dit, si on est à 0,1, la figure 8b, c'est une sortie combinatoire également de type low, active low. Ici, il faut savoir que c'est une sortie, je suis là à 0, il faut savoir que c'est une sortie combinatoire inversée. Active bas. Donc, output enable doit être, vous le mettez dans le circuit à 0 pour activer ça à en bas, bas. S'il est à 1, c'est l'inverse, ça va être une autre impédance. Je reviens à oui, C. On dit oui, C, c'est le cas 1, 0. C'est-à-dire, je suis là. 1, 0. On vous dit que c'est une sortie, voilà, la sortie de l'opérateur OU, c'est-à-dire la sortie de la matrice OU, est mémorisée par la bascule D sur le franc montant de l'horloge. Et si j'ai une bascule D, elle fonctionne comment? À chaque franc montant de l'horloge, la sortie reçoit l'entrée. Et c'est une sortie séquentielle active O. Je reviens. Je suis là. En fin de compte, la sortie, ce n'est rien qu'une sortie de bascule Q. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Q bar. Après, sur inversé, ça va être que. On vous dit qu'elle est active bas, c'est-à-dire le output enable doit être à 0. Vous mettre à 0 dans votre schéma. Il reste le dernier cas 0, 0. C'est la figure 8D. Et on vous dit que ici, la sortie complémentaire de l'opérateur O est mémorisée dans la bascule D au franc montant de l'horloge. C'est la même chose, mais active bas. Donc 8C, c'était active haut. Et là, c'est active bas. Donc, la même chose ici. Si on observe 0, 0, ce n'est rien que Q bar qui va sortir. Je suis là. 0, 0. C'est Q bar parce que c'est la sortie mémorisée de la matrice O, c'est-à-dire Q ici, mais c'est inversé, c'est Q bar, et c'est active bas, donc output enable doit être mis à 0. C'est tous les cas qu'on a. Et ici, je vous ai expliqué également le feedback, comment il va se faire en fonction du bit de sélection S1. Est-ce que vous avez... Parce qu'en fait, c'est le même bit de sélection qui sera réutilisé ici pour choisir le feedback. Soit c'est le Q bar qui sera injecté, ou c'est la sortie finalement qui sera injectée. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Regardez, c'est important d'assister au cours. Le TD seul ne suffit pas. TD, c'est un complément de cours.
Je ne sais pas comment ils vont faire vos camarades, ceux qui ne viennent pas. En tout cas, moi, je vais vous faire des vidéos sur YouTube où j'explique tout ça. C'est-à-dire, je vais refaire dès le début, je vais faire les proms, les pales, les gales, je vais faire tout ça sur YouTube. Et je vais... La monnaie, là, elle me dit, quand c'est active O, l'output, c'est 1. Non. Je t'ai pas bien compris, mais je te réexplique. Tu dis, c'est active O. Quand c'est active O, maintenant, l'output enable doit être mis à 1. Quand il est à 1, donc, la sortie reçoit ce qu'il y a ici, inversé. C'est le buffer inverseur. Donc, la sortie reçoit ce qui sort d'ici, inversé, quand c'est active O. Donc, quand c'est 1, elle reçoit ça. Quand c'est 0, c'est une haute impédance. Elle reçoit Z. C'est pas l'output est à 1. Quand c'est active O, le output enable est à 1. La sortie reçoit ce qui vient du mux inversé. Quand c'est 0, la sortie est en haute impédance. Elle reçoit Z, elle est déconnectée. Quand c'est active O. Quand c'est active là, c'est l'inverse. Quand le output enable est à 0, ma sortie reçoit ce qui est ici inversé. Quand elle est à 1, l'output enable, l'output est en haute impédance. C'est-à-dire l'output ne peut jamais être à 1. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? On avance. Alors, maintenant, on va parler de la programmation des PLD, comment elle se fait. La programmation des PLD nécessite en fait d'utiliser un logiciel adapté de développement, justement, qui permet de griller ces circuits, ces fusibles. Parce que depuis le début, je vous disais, voilà, il faut faire sauter tel ou tel fusible pour programmer cette fonction. Mais vous n'êtes pas posé la question, comment je grille les fusibles? Il faut en fait utiliser un logiciel adapté. Donc, si vous voulez programmer des PLD, il faut suivre les étapes suivantes. La première chose, il faut élaborer un système d'entrée et de sortie. C'est-à-dire, il faut faire une étude sur ce que vous voulez réaliser. Il faut bien définir vos entrées, vos sorties et la relation qui fait le lien entre les deux. Parce que je vous ai dit qu'il est préférable d'écrire cela en général sous forme de somme de produits. Après, une fois qu'on a élaboré notre étude de système, maintenant, on doit choisir le circuit que nous allons utiliser pour l'implémentation. Est-ce qu'on va utiliser des pales? Quel type de pale je vais utiliser? Bien sûr, en fonction de mon étude. Parce que dans l'étude, je détermine le nombre d'entrées et de sorties. Donc, je choisis le circuit en fonction de ça. Est-ce que je vais utiliser un pale? Est-ce que je vais utiliser un GAL? Quel type de pale? Combinatoire? Séquentiel? En versatile? Tout ça, je dois le préciser. Après, je fais l'affectation des entrées et de sorties. C'est-à-dire, je vais prendre mon pale, je vais faire
une assignation des pins. Je vais dire que mes inputs chez A, B, C, je vais les mettre ici. Dans le pin 3, ça va être A. 4, ça va être B. 5, ça va être C. J'ai une seule sortie, ça va être le output 25. Comme ça, il faut donner les entrées-sorties. Ça, c'est la troisième partie. Vous aurez besoin de ça pour faire votre TP. Parce que dans le TP, vous allez implémenter sur les cartes FPGA. Donc, vous allez, c'est vrai, vous n'allez pas choisir parce que ça va être des FPGA par défaut. Mais vous devez faire une assignation des pins. C'est-à-dire attribuer vos entrées à tel ou tel pin. Après, vous allez utiliser un logiciel adapté. Ce logiciel adapté va vous permettre de créer le fameux fichier GDEC. C'est ce fichier qui contient notre programmation. C'est un fichier binaire. Il est très important, ce fichier GDEC. C'est un fichier binaire qui contient les fusibles à griller. Après aussi, avec ce logiciel pilote, je vais connecter mon circuit à mon ordinateur. Dans votre cas, ça va être les cartes FPGA. Vous allez brancher votre carte FPGA à votre ordinateur. Vous allez écrire votre code en VHDL. Vous allez générer le fichier en binaire. Et ici, c'est vrai, dans les FPGA, on ne grille pas, mais là, on parle des CPLD. Là, GDEC, il montre les fusibles grillés, mais c'est la même philosophie. Vous allez créer votre fichier binaire que vous allez envoyer avec ADAPT, le logiciel que vous allez utiliser en FPGA, c'est ADAPT. Donc, avec ADAPT, vous allez envoyer votre programme, ce fichier GDEC, au circuit. Et là, il va le programmer. Il va garder, griller les fusibles non nécessaires, laisser les fusibles nécessaires. Une fois que vous programmez votre circuit, vous implémentez le composant dans votre système. Et c'est ça les étapes que vous devez suivre pour programmer votre PLD. Après, maintenant, on a les CPLD. En fait, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, moi, j'ai envie d'avoir au moins un feedback, c'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à suivre, à part Mounira, Myriam, Lisa, c'est la même personne hein, qui se manifeste à chaque fois. Les autres, je ne sais pas s'ils arrivent à me suivre ou là, ils ont perdu le fil. Vous me le dites, s'il vous plaît. Ça peut paraître nouveau pour vous, puis ça va se compliquer avec les CPLD, bon, les FPGA. Vous me dites si vous comprenez ou pas. Je sais même pas s'ils sont. Je sais même pas s'ils sont là. Bon, ils me sourient à bien la première. Générale. D'accord. Yasmine, elle me dit, voilà, elle me suit, elle est là. D'accord. Donc, on continue. J'ai dit que tous les circuits qu'on avait vus depuis le début, tous les PLD, que ce soit les PROM, les PAL, les PLA, les GAL, ils sont appelés SPLD. Pourquoi? Pour Sample Programmable Logic Devices. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des circuits logiques simples. Les CPLD, les FPGA sont appelés
CPLD sont appelés comme ça pour Complex Programmable Logic Device. Les CPLD sont une extension naturelle des circuits PAL, mais d'une manière plus complexe. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, les CPLD et les FPGA, ça va se compliquer davantage. Leur architecture est plus complexe par rapport aux circuits PLD simples, c'est SPLD appelé également, qu'on vient de voir jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les CPLD incorporent plusieurs PAL. Il faut faire la différence ici. Parce que quand on a parlé des GAL, on a dit les GAL peuvent émuler différents types de PAL. C'est-à-dire, ils peuvent simuler, vous pouvez émuler un seul PAL, mais différents types, mais un seul à la fois. Selon les deux bits Helloc S0 et S1 de sélection. Par contre, les CPLD, ils peuvent contenir plusieurs PAL. Comment? Voilà l'architecture. C'est un exemple d'un CPLD XC9500XL de la famille Xilinx. Il faut savoir que les FPGA, les cartes FPGA que vous allez utiliser en TP, c'est de la famille Xilinx. Donc, aussi, c'est pour ça que je voulais que vous fassiez là, qu'on fasse le chapitre sur l'architecture des FPGA pour pouvoir entamer tout de suite le VHDL. Ça va vous servir en TP. Parce que vous savez, il y a un petit décalage entre le cours, enfin le programme, pas le cours, mais le programme a été établi initialement comme ça. Moi, je suis le programme. Le programme, il y a un petit décalage entre les TP et le programme du cours. Le cours, on doit faire l'architecture des PLD, l'architecture des FPGA avant de faire les VHDL. Par contre, en TP, vous commencez directement à programmer en VHDL. C'est pour ça que je veux faire cette séance supplémentaire sur l'architecture des FPGA et vous mettre tout de suite en présentiel sur du VHDL. On va profiter, rentabiliser les séances en présentiel d'une part. D'autre part, vous allez être synchronisé avec le TP. Donc, ici, je reviens au cours. J'ai dit que je vous expose les CPLD, pour dire Complex Programmable Logic Device. Ici, les CPLD, regardez, je vous ai dit qu'il faut faire la différence avec le GAL. Pourquoi? Parce que les CPLD, ils contiennent des function blocks, des blocs de fonctions. Bon, si vous voulez, blocs ou pas de fonctions, mais des blocs fonctionnels. Chaque bloc fonctionnel, c'est un PAL. C'est le bloc fonctionnel que vous êtes en train de voir ici. C'est ça. Ça peut être ça, tout ça, ou tout ça. Encore plus. Ça, c'est un PAL. A, 16 sorties, 8 entrées. Enfin, je ne sais pas ici, 16 inputs, il me semble. Voilà, 16 inputs et 8 sorties. Et là, c'est des PAL à 54 entrées et 18 sorties. C'est énorme ce qu'il y a ici. Donc, c'est des blocs fonctionnels. Et on peut avoir un CPLD peut avoir 2 blocs fonctionnels jusqu'à 16 blocs fonctionnels. Il faut savoir que chaque bloc fonctionnel, lui-même, c'est un PAL de 54 entrées et 18 sorties. Ici, le degré d'intégration est très grand. Pourquoi? Parce que les CPLD, c'est nouveau. Et là, on sait que les transistors, en fait, sont de plus en plus petits. Ce qui nous a permis de réaliser ce grand échelle d'intégration. Et ces blocs fonctionnels, il faut bien qu'ils communiquent entre elles. Donc, pour faire communiquer ces PAL entre eux, on utilise une matrice. Ça, Fast Connect Switch Matrix. Ça, c'est une matrice de connexion qui permet d'interconnecter, de connecter ces PAL.
qui est à son tour connecté à un bloc d'input-output. Ici, je mets mes entrées-sorties, mes pins d'entrée-sortie. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les CPLD. Il faut savoir que c'est des circuits programmables, c'est-à-dire c'est des circuits logiques programmables, mais complexes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent comporter, ils contiennent des blocs fonctionnels, que chaque bloc fonctionnel, en lui-même, c'est un PAL. Donc, ils peuvent comporter plusieurs PAL. Et assurer la liaison entre les PAL se fait grâce à une matrice d'interconnexion. Donc, sur cela, on finit le premier chapitre qui porte sur les circuits logiques programmables. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vas-y. Très bien. Parce que c'est là où la conclusion a été faite. De toute façon, même Mounira, il me semble qu'il pose la même chose. Excusez-moi, vous avez dit que le GAL peut avoir plusieurs pales et que le SPLD alors dans le CPLD, alors que c'est un... Voilà, c'est ça, j'étais sûre. Programmable Logic Device. Alors que dans les CPLD qui sont complexes, on utilise plusieurs pales aussi. Alors qu'il est censé, elle me dit que non, alors il n'est pas. Alors même le GAL, il est censé être complexe. Non, voilà, Elisa, elle pose la même chose. Donc c'est là où je me suis peut-être mal exprimée, où vous n'avez pas bien compris le mot, c'est-à-dire la signification d'émuler ici. Regardez, le GAL. À la fois, je peux avoir un seul PAL à la fois. Mais j'ai la possibilité de simuler ou la d'émuler, c'est-à-dire d'émuler, c'est-à-dire j'ai la possibilité de l'utiliser, ce GAL. Le GAL, c'est ça, c'est pas le GAL, mais la macrocellule du GAL. J'ai la possibilité de l'utiliser en plusieurs types de pales. C'est un seul pal, en plusieurs types de pales. C'est pas tous à la fois. Pas tous à la fois. Selon mes bits de sélection, CG00, mais là, il y a le GAL, va jouer le rôle, voilà, émuler, c'est quoi? C'est jouer le rôle d'un PAL combinatoire. Pardon, 1-0, c'est un PAL combinatoire. Vous avez compris, active bas, active haut, du coup, inversé ou pas, ça c'est autre chose. Si j'ai 0-0, ce GAL va jouer le rôle d'un PAL, d'un seul PAL, d'un PAL comme séquentiel. C'est selon ces deux valeurs. C'est pour cela que ici, initialement, quand je vous ai présenté la cellule, la macrocellule, je vous ai dit qu'elle est gérée par ces deux fameux bits, S0 et S1, que c'est en fait, c'est divisible. Quand je programme, je vais les griller. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser bon, j'ai programmé, je programme. J'ai envie de faire 0, 0, j'ai choisi cette configuration. Je fais office d'un registre actif bas. Quand je le programme, c'est-à-dire quand je l'ai, j'ai la possibilité de faire autant de pales que je veux, pas autant le nombre, c'est-à-dire le type de pales que je veux, pour être précise. Mais après, je grille les fusibles et à la fin, j'aurai un seul pal, soit combinatoire, soit séquentiel, soit selon cette configuration. Une de ces configurations. Par contre, les CPLD, c'est un ensemble. Regardez ici, d'ailleurs, ça saute aux yeux. Si j'avais plusieurs pales, comme elle dit Mounira, j'aurais besoin de les interconnecter. Alors que je ne parle pas de matrice d'interconnexion. Je dis que j'ai une macrocellule, elle dit que la macrocellule, elle peut jouer le rôle de différents types de pales. Après, tout dépend de mes bits de sélection
que je sélectionne initialement. C'est-à-dire, initialement, je vais choisir selon mon besoin. Par contre, pour faire des circuits plus complexes, je peux avoir plusieurs pales. Déjà. Ouais, les pales, ils communiquent entre eux. Ils sont interconnectés ma binatome en utilisant cette matrice de connexion. Regardez les inputs maintenant, la matrice d'interconnexion, où ils partent. Vous allez aussi voir quand on va faire les FPGA. Vous allez voir comment on interconnecte les différentes composantes entre elles. Et là, ça sort ici, ça rentre par là. Et cette matrice d'interconnexion, elle assure aussi l'interface entre les inputs et outputs. Est-ce que vous pouvez voir maintenant la différence entre tout ce qui est simple, SPLD, et CPLD, complexe et simple? Lisa. On est là, Lisa, est-ce que c'est clair maintenant? Oui, et j'aurais aimé aussi avoir votre camarade Hedek, la dernière fois, celui qui m'a posé la question haut et bas. Ça aurait été bien qu'il vienne aujourd'hui pour qu'il puisse voir. La dernière fois, j'ai pas pu bien je lui ai dit, voilà, je vais ramener des datasheets où tu peux voir haut, active, bas et la différence. C'est de ça que je parlais. Donc ici, il aurait pu voir la différence, comment qu'un pal peut être haut, active haut, ou comment qu'un pal peut être active bas. C'est en avançant que ça s'éclaircit plus. Donc voilà, sur ça, on termine. On va faire un exercice, bien sûr, applicatif. Et avant, j'ai envie de vous mettre de vous montrer cette conclusion qui récapitule ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. On a vu les PROM, les PAL, les GAL, les PLA ou les FPLA, j'ai dit, qui sont appelés également FPLA. Le PLD, on ne les a pas vus, c'est des PLD erasable, c'est-à-dire c'est des PLD écrasables, effaçables, c'est-à-dire qu'on peut reprogrammer. Et on vous donne les caractéristiques de chacun. Regardez, c'est pour ça que le nombre de portes intégrées dans les PROM, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas beaucoup, parce qu'ils sont lourds, ils ont une grande capacité d'intégration. C'est à 2000 à 500 000 portes intégrées. Et dans les PROM, on a dit que la matrice I était fixe. Ça, c'est un tableau qui récapitule vraiment. Matrice I, elle est fixe. La matrice O, elle est programmable. Et j'ai dit que le PAL, c'est l'inverse de la PROM. Regardez. La matrice I, elle est programmable. La matrice fixe, la matrice O, elle est fixe. Est-ce qu'ils sont effaçables, les PAL? On a dit que non. C'est pour ça qu'ils sont venus, les GAL. On a dit qu'ils ne sont pas effaçables. Les PROM, ils ne sont pas effaçables. Mais les PROM, on a vu une variante des PROM qui étaient effaçables. Qui peut me dire? J'ai dit que c'était les E-PROM, Erasable PROM. J'ai dit qu'ils sont le E-PROM, j'ai dit qu'ils étaient effaçables. Donc les PROM, ils ne sont pas effaçables. Ils sont programmables. Bon, ça c'est la matrice IO. Les PAL, ils ne sont pas effaçables aussi. Mais les PLA, ils sont effaçables. Ils sont programmables, les PLA. Les PLA, la matrice I programmable, la matrice O programmable, contrairement au PAL. PAL programmable fixe, ici c'est programmable. Et ils sont effaçables électriquement. Et les GAL, bien sûr, vous l'avez compris, c'est comme les PAL, j'ai dit, c'est programmable et fixe. Mais l'avantage, c'est qu'ils viennent pallier au problème de PAL parce qu'ils sont effaçables électriquement. Et le EPLD, on ne les a pas vus. J'ai pris cet exemple pour vous dire qu'il y a des circuits qui sont effaçables électriquement. Il y a d'autres circuits qui sont effaçables avec des ultraviolets. C'est tout. Électriquement, c'est toujours en utilisant une haute tension, c'est-à-dire une tension électrique qu'on envoie au circuit. C'est tout. Et là aussi, vous allez pouvoir les effacer avec le logiciel pilote qui fait ça. C'est la même chose que la programmation. J'ai dit que vous envoyez le fichier, l'histoire qu'elle est visible, comment les griller. Vous envoyez le fichier GDEC, le fichier binaire.
vous le programmez, vous programmez votre circuit, il va générer le fichier GDEC que vous allez envoyer au circuit. Et là, il va le programmer. C'est la même chose ici. Non, je ne crois pas que c'est le même. Non, c'est pas celui utilisé. Non, attendez. Celui utilisé avec les PLD, peut-être le même. Il peut y avoir plusieurs versions, mais celui utilisé avec les FPJ, là, je sais que c'est Adapt que vous allez utiliser en TP. Vous l'avez installé avec votre chargé de TP. C'est-à-dire que vous avez fait une séance de TP où vous avez installé le logiciel, Zelix et Adapt. Et Zelix. C'est tout ce que vous avez fait. D'accord. Donc, vous n'avez pas fait un premier TP où vous apprend comment travailler avec le logiciel, avec Zelix. C'est bien. Donc, ah oui, il y a un groupe qui a fait ça. Ça, c'est très bien. Si on fait le VHDL, c'est en présentiel, on va être bien synchronisé avec le TP. J'ai une question à propos des gammes. Oui. Est-ce une fois qu'on choisit le type de PAL qu'on veut, est-ce qu'on ne pourra pas reprogrammer un GAL ou un autre type de PAL? Ah, il m'a dit que les fusibles sont déjà grillés. Tu ne m'as pas suivi, Mariam. C'est ça. Non, c'est pas ça en fait. Elle me dit, c'est vrai, c'est une bonne question. Elle me dit, voilà, moi j'ai un GAL. Je l'ai programmé en PAL. Moi, je veux un autre type de PAL. Je l'ai programmé en type. Moi, je veux classe. J'ai dit ici, voilà, je suis dans la conclusion. Je suis en train de le dire et je l'ai dit tout au départ. J'ai dit que les GAL sont effaçables. Et je l'ai dit dans l'introduction. J'ai dit que les GAL, ils sont venus pour remédier justement au problème des pales qui étaient jetables. Je le dis ici, les pales sont des programmes à une seule fois, ce qui impose un gaspillage, ils sont jetables. Donc les GAL sont reprogrammables. Ça y est la question, la partie la plus intéressante qu'elle pose ici, elle me dit, les fusibles classe, ils sont grillés, comment que je vais reprogrammer? Justement, les GAL, ils utilisent pas des fusibles, ils sont à base de transistors CMOS. Et c'est grâce à cette technologie qu'on peut reprogrammer. Voilà pourquoi. Parce que ce n'est pas des fusibles, tu as raison. Les pales, c'est avec des fusibles, une fois qu'ils sont grillés, classe. Mais les GAL, on l'a dit au départ, ils utilisent des transistors CMOS. C'est pour ça qu'on peut les reprogrammer. C'est-à-dire effacer, reprogrammer. Donc, voilà, sur ça, on finit. Ça, je vais vous faire l'exercice. Donc, dans cet exercice, on vous demande, regardez, dans cet exercice, on vous demande de faire une implémentation d'un circuit combinatoire pour réaliser un transcodeur du code binaire vers le code excédent 3 en utilisant des PAL. C'est-à-dire au début c'était les PLA, mais moi je me suis basée sur le ROR. Utilisé pour la même réalisation un PAL de type 22V10 qui possède des sorties configurables. Et il faut établir d'abord la table de vérité de ce transcodeur et simplifier les équations de sortie. Ça, vous le saviez le faire. Ici, j'ai le décimal. C'est vrai que l'excédent 3, c'est de 0 à 9. C'est comme l'histoire de hier. C'était quoi? C'était le Gray, de 0 à 9. Et on sait bien que le BCD, c'est de 0 à 9. Ça, je dois mettre jusqu'à 16 dans ma table de vérité. Pourquoi? Il a posé la question à votre camarade. Je lui ai dit, je dois le mettre de 0 à 16 en BCD. Walège. Parce que j'ai ici 4 bits. Si je suis sur 4 bits, je ne peux pas m'arrêter là. Je dois faire jusqu'à 1, 1, 1. Et par contre, ici, je vais préciser et dire que c'est des états indéterminés. Donc, je dois les mettre ici en BCD. Je ne m'arrête pas à 9, je mets jusqu'à 16. L'excédent 3, c'est de 0 à 3 à 9. Et ça, c'est des états indéterminés.
L'excédent 3, le principe, vous le connaissez. Je rajoute 3 à chaque fois. Donc, j'ai 0, 0. Je rajoute 3, ça va être 3. En binaire, c'est 0, 0, 1, 1. J'ai 1, je rajoute 3, ça va être 4. En binaire, c'est 0, 1, 0, 0. Pareil pour les autres. Et je m'arrête ici à 9 et tout le reste est indéterminé. Parce que l'excédent 3, c'est de 0 à 9 et le BCD également ici. Mais c'est que si j'étais sur 3 bits, j'aurais pu m'arrêter à 9. Mais comme je suis à 4 bits, je dois remplir ma table de vérité. Et là, je fais indéterminé. Je vais simplifier mes outputs. E3, c'est pas trop lisible parce que j'avais ça sur un papier et j'ai pris ça en photo et j'ai pris la capture. Mais le plus important, c'est ça. J'ai travaillé sur ça pour vous mettre en couleur et tout, pour que vous puissiez comprendre et suivre. Donc, voilà, ça, je me suis dit, ils sont censés connaître. Hein. C'est juste pour avoir les fonctions de sortie. E3, E2, E0, E1. Après, je fais ces fonctions dans les tableaux de Carnot. Je regroupe. On a fait le rappel également. Pardon. On a fait le rappel également en TD. Donc, normalement, vous êtes censé savoir faire ça. Moi, je me suis basée sur ça. J'ai fait ça sur le PDF. Je l'ai fait en couleur. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas évident quand on fait les exercices. Tu as l'implémentation sur les pannes en ligne. Pourquoi? Parce que je vais vous imprimer les datasheets et là, vous n'allez pas pouvoir me suivre quand je vous parle de la connexion. Ici, pour que vous puissiez suivre, j'ai fait tout ça en couleur, avec des couleurs différentes. Ça, en présentiel, c'est bien. Pour ça, j'ai laissé donc les 2 exercices pour les séances de présentiel. Alors, ici, j'ai demandé d'implémenter ces fonctions sur un PAL 22V10. 22V10, c'est un PAL. La dernière fois, je vous ai montré les PAL 16L8. C'était combinatoire active là. Et je vous ai montré. Attendez. On a pris cet exemple d'un truc séquentiel. C'était le PAL 16R pour dire registre ou 8. Donc ici, 16 entrées, 8 sorties. Regardez. Et là, j'ai V. Vous allez me dire un LV, on l'a pas vu. En cours, j'ai pris des exemples. Et voilà, j'ai fait en sorte de prendre un autre exemple pour que vous enrichir les idées. Un autre exemple d'un PAL ici de type V. V pour dire versatile. Ici, la sortie, c'est comme l'égal en quelque sorte. Pourquoi? Parce que V, je peux émuler un circuit combinatoire comme je peux émuler un circuit séquentiel avec le versatile, ce type de sortie. Et en fait, ça ressemble beaucoup à la macrocellule de Gall. J'ai pris ça exprès. Donc, je vais commencer à implémenter mes fonctions maintenant pour que vous puissiez suivre. Après, la première chose à faire, c'est de placer mes inputs. Ici, j'ai B0, B1, B2 et B3. Je vais choisir des pattes comme ça. J'ai pris l'input I1, j'ai mis la B0. I2, j'ai mis la B1. B2, je l'ai mis à I3. Il faut bien suivre ici et vous poser vos questions. La B3, je l'ai mis à I4, input 4. OK. Et j'ai fait le signal output enable ici, à input ici 6. Je vais vous montrer après comment j'ai établi les connexions.
Maintenant, c'est juste pour mettre mes inputs. J'ai B0, B1, B2, B3. J'ai output enable que je le mets ici. Les outputs, E0, E1, E2, E3. En fait, les outputs ici, c'est des input-output. Voilà. Quoiqu'ici, j'aurais pas besoin de réinjecter, c'est-à-dire j'aurais pas besoin de réutiliser mon output, mais ce type de circuit est doté uniquement de input-output, c'est-à-dire je suis obligée d'utiliser input-output. J'ai pas de input seulement, de output seulement. Donc, je mets mes outputs ici. Je vais commencer à programmer. La programmation, c'est quoi? C'est établir la connexion, c'est une croix entre la ligne horizontale et la ligne verticale. C'est ces points de connexion. Quand je fais B0 input هنايا, la première ligne c'est B0, en bas c'est B0 bar. Donc ici B0, ici B0 bar. Après, regardez, oui, avec le point, c'est B0, en bas, B0 bar. Après, là où il y a le point, c'est toute la ligne verticale qui va être B0. Elle est ici dessinée pour moi. Je l'ai mis en marron, en orange, avec ça, pour que vous puissiez comprendre. Je vois. Il y a de l'orange et il y a le B0. B0 bar, هادية, rouge, pas. Je vais commencer à programmer. B1, هادي. Il y a le point ici. Donc, la ligne هادي en bleu, c'est B1. En violet, c'est B1 bar. B2, j'ai utilisé les couleurs. En vert, Daga B2. Regardez B2, ça rentre ici. Il faut voir là où il y a la boule. La boule, c'est la connexion dans toute la ligne. En bas, en vert foncé ou vert goûté si vous voulez, c'est le truc B2 bar. B3, c'est ici en violet. B3 bar, c'est là. D'accord? Maintenant, le output enable, il faut le mettre à 1. Ici à 1. Et il rentre par là. C'est un signal de contrôle. Parce que là, c'est la connexion. Donc, la ligne, c'est output enable. Et je le fais rentrer à chaque fois ici. Pour que la sortie reçoit ce qu'il y a ici inversé. Parce que j'ai un buffer inverseur. Je ne veux pas avoir de haute impédance. Donc, je le mets à 1 à chaque fois. Output enable ici. Donc, ma E0, ce n'est rien que B'. Maintenant, le plus important, c'est de choisir mes bits de sélection. Je l'ai mis à quoi? Je l'ai mis à 1. Pourquoi? Je peux pas, en tout cas, regardez, je peux pas les mettre à 0,0 ou à 0,1 parce que là, j'ai des sorties combinatoires. Et dans l'exercice, on vous le dit,
implémenté dans un circuit combinatoire. Donc, là, j'ai sûrement écarté ma 0,0 et ma 0,1. Je les ai écartés. Classe. Donc, là, je suis en combinatoire, soit 1,0, soit 1,1. Moi, pourquoi j'ai choisi 1,1? Je reviens. 1,1, c'est quoi? 1,1, c'est combinatoire active O. C'est combinatoire, je l'ai activé O. Comment que je l'ai activé O? J'ai mis output enable 1,1 et je l'ai fait rentrer. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai choisi 1,1? C'est pas par rapport à active O ou bas, parce que même active bas, j'aurais pu mettre 0, il n'y a aucun problème. Pourquoi j'ai choisi 1,1? Parce que 1,1, c'est la sortie combinatoire. Mais 1,0, c'est la sortie combinatoire. La sortie combinatoire inversée. Il faut O, elle rentre 1,0, elle sera inversée ici. Mais moi, je veux avoir ma sortie combinatoire. Donc, pour avoir ma sortie combinatoire, je prends 1. Si c'était inversé, je prends 1,0. Après, combinatoire, dia 1,1, elle est active O, je mets output enable 1,1, je le fais rentrer partout. Donc, ici, E0, E0, j'ai dit que c'était B0. Donc, E0, ce n'est rien que B0 bar. Haïlik. La ligne, j'ai dit que c'était B0. Mais ici, c'est B0 bar. La ligne rouge. Donc, je fais une croix ici. Là où je mets la boule, normalement, il y a une croix. Une croix qui sort ici dans le AND. Elle sort dans la matrice O. Donc, ici, normalement, j'ai quoi? J'ai B0 bar. Regardez. En rien. Non, en rien, je vais te dire, mais pas en rien. C'est-à-dire, si tu prends 1,0, là, tu vas avoir une sortie combinatoire inversée. Tu es d'accord? Ça aide la logique inversée, elle est active bas. Elle est active bas. Mais tu es obligé de mettre Heda à 0. Hein? C'est dans le cas où c'est ici, c'est un tampon inverseur à 3 états. Active haut, quand ça c'est à 1. Active bas, quand ça c'est à 0. Donc tu suis ta configuration. Si tu es à 1, c'est combinatoire, la sortie est combinatoire. Active haut, donc tu le mets à 1. Ça, si tu es à 1, 0, c'est une combinatoire inversée. Active bas. Donc tu es obligé de mettre ça à 0. Tu m'as compris? Donc ici, vous avez compris que c'est B0 qui sort. Après, elle rentre là. Elle sera inversée. Donc ici, c'est B0 bar qui sort là. Pardon. C'était B' à la base. Regardez. J'ai pris B0 bar. Ici, ça sort B0 bar. Elle revient B0 Naya. Elle rentre. Elle sort B0. Elle sera inversée encore une fois pour faire B0' qui sort à E0. Maintenant, E1. E1, c'est B0 bar. Regardez à E1. E1, il est la matrice taha. Il est la matrice taha. Regardez le premier. Ta output enable, il ne rentre pas dans la matrice O. Il est la matrice O taha. Ici, donc je prends Hadi, c'est B0 bar. B0 bar, suivez la ligne rouge, B0 bar. Et ça, c'est B1 bar. Donc B0 bar fois B1 bar. Ça sort là. B0 bar fois B1 bar. Après la deuxième, cette ligne, j'aurais pu faire n'importe quelle ligne ici. Hein. Là, j'aurais pu faire, quand je parle de n'importe quelle ligne, je parle des lignes horizontales. Verticales, non, je suis obligée de suivre les couleurs que j'ai fait ici. Donc, selon mon besoin, c'est-à-dire un B0, c'est orange, c'est celle-là. Un B0.
B1, c'est ça, c'est le bleu. B0 fois B1. B0 fois B1. Ça sort ici. Après, vous avez compris là que ça s'inverse 2 fois. Donc, tu lis la même chose. B0, B1. Vous auriez pu la mettre ici. Vous auriez pu la mettre là. Vous choisissez n'importe quel terme de produit. Ils seront tous sommés ici ou ils sortiront. C'est la même chose. Est-ce que vous aurez besoin qu'on déroule encore? Par exemple, la E2, c'est B2 bar. Suivez, là j'ai fait en couleur, donc c'est trop visible. B2 bar. Et là, B2 bar. B1 bar. Et B2. Dans le terme, il sort ici, c'est celui-là. Après ce terme, c'est orange, B0, B2 bar. Ça sort là, c'est celui-là, B0, B2 bar. Après ça, c'est quoi? C'est B1, B2 bar. Et là, ça, c'est B3, pardon. Là, c'est B... Je suis censée avoir... Attendez. Là, c'est quoi? C'est B1. B2 bar. Donc, B2 bar, effectivement. Donc, là, c'est des B2 bar. Et que vous juste suivre. Et que c'est comme ça qu'on implémente. Pardon, c'est comme ça qu'on implémente. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ah oui. Là, elle me dit, alors quand on met le enable A1, on est obligé de travailler avec tout le reste par la même configuration. Je mets le reste avec tous ces circuits. Oui, avec tous ces outputs, tu veux dire. Ah, j'ai compris. Tu veux dire, est-ce que c'est effaçable par la suite si je veux changer le... Parce que là, c'est évident, quand je fais A1, regardez, ça rentre partout. Hein. C'est comme l'histoire de l'horloge ici qui synchrone. Ça rentre partout. J'ai compris. Donc, si c'est ça ta question, donc oui. Mais si c'est valable, si tu veux, là, je ne suis pas dans le GAL, je suis dans le V, mais dans le PAL, donc c'est pas effaçable. Mais si j'étais dans le GAL, c'est vrai que le PAL, comme il est en V, donc ça ressemble beaucoup à un GAL. La sortie, la structure de sortie ressemble au GAL. Mais si je suis dans un GAL, c'est effaçable. Hein. C'est-à-dire si tu veux faire un type et tu fais d'après, tu veux faire un autre, c'est effaçable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, ça a été plus clair avec l'exemple en couleur. C'est dommage que les autres ne sont pas venus. Je suppose que ça, vous avez mieux compris aujourd'hui. On a bien avancé. Dans le GAL, on a vu différents types qu'on peut simuler, c'est-à-dire émuler plusieurs différents types de pales. Donc, ça vous a permis de mieux comprendre les pales. Et par la suite, on a implémenté, on a fait cet exemple. Et voilà, c'était plus clair. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez plus de questions, on finit la séance. Et je vous remercie pour votre participation et votre présence.
tout ça, j'ai dit, si dès que j'aurai un petit moment libre, je vais vous mettre tout ça sur YouTube avec des vidéos bien explicatives, c'est-à-dire simples, où je détaille vraiment les choses d'une manière très simple. Même peut-être aussi, si j'aurai le temps, les exercices de TD. Donc, voilà, je vous envoie le tout, bien sûr, les cours et tout. Donc, si vous n'avez plus de questions, on finit la séance et je vous dis, ça va,